Merci Christophe Castaner d'avoir accepté notre Bonsoir. invitation. Bonsoir, vous êtes le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, l'un des premiers soutiens du président Macron. On va évoquer Valérie Pécresse qui est décidée à aller chercher le Karcher, les petites phrases du président, le pass vaccinal qui a été voté et aussi peut-être la crise sanitaire en général. Mais peut-être d'abord un petit mot, je vous ai vu regarder avec attention. Christiane Taubira, c'est une candidate sérieuse pour la gauche, le camp dont vous venez? C'est une candidate importante pour la gauche. Je connais cette histoire-là. Je sais la force aussi de l'engagement à certains moments, et je pense notamment au mariage pour tous de Christiane Taubira. C'est aussi une faiblesse. C'est elle dont certains pensent qu'elle a fait chuter Lionel Jospin en 2002. C'est ainsi. Nous, de toute façon, nous n'aurons pas vocation à mener une campagne. Et nous verrons si et quand Emmanuel Macron est candidat. J'ai Fonction de très nos envie, il a dit. adversaires. Il n'y a pas de faux suspense, j'en ai envie. Ça, c'était dans le Parisien. Donc maintenant, Il a confirmé sa volonté de porter cette transformation de la vie politique française en profondeur qu'on a engagée dès 2016 et confirmée en 2017 avec le dépassement politique, avec l'élargissement politique. Mais il a parlé de son envie. Il n'est pas candidat pour l'instant, mais moi je souhaite d'abord oui. qu'il soit candidat. Mais est-ce que du coup, il serait le candidat de la gauche, comme l'a dit Paul, ou comme l'a posé comme question à Christiane Taubira, s'il n'y a plus beaucoup de gauche ou si elle est faible? Aujourd'hui, on voit bien que les sociodémocrates au sens large, là, la question qui était posée, c'était les sympathisants socialistes, et un peu plus réduit encore, les sociodémocrates se retrouvent dans l'action politique que nous menons depuis 5 ans, sur un certain nombre d'actions, avec un regard critique, mais ils sont très majoritairement, et quand on regarde les études d'opinion, ceux qui ont voté Emmanuel Macron en 2017 et qui avaient voté François Hollande en 2012, restent majoritairement des soutiens du président de la République. Enfin, sauf qu'il y en a beaucoup qui disent que Emmanuel Macron est candidat d'abord de la droite, et c'est pour ça que Valérie Pécresse est active. Elle reparle un peu d'un certain nombre de sujets, notamment aujourd'hui. Écoutez-la, elle était dans le sud de la France. Il faut ressortir le Karcher. Il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers et il faut traquer les caïds, les voyous, les criminels, les dealers. C'est eux qu'il faut harceler, c'est eux qu'il faut punir, c'est eux qu'il faut priver de leur citoyenneté. Alors, comment est-ce que vous réagissez? Ancien ministre de l'Intérieur, il y a deux questions. Le Karcher, bien sûr, mais d'abord peut-être, c'est eux qu'il faut priver de leur citoyenneté. Elle a dénoncé cette petite phrase de Emmanuel Macron dans son interview au Parisien, où il dit que dans le fond, si on est irresponsable, on n'est plus un citoyen. Et pour lui, les non-vaccinés sont des irresponsables. Deux choses. D'abord, il y a quelque chose d'assez étonnant chez Valérie Pécresse, c'est à la fois une campagne depuis le début qui ressemble un peu à Retour vers le futur. Et alors, c'est assez incompréhensible. On va toujours chercher des références qui ont 10 ans, voire même son équipe de campagne. Je fais une habile transition avec celui qui me succédera, qui ont cette expérience-là, mais qui du coup portent des idées qui sont des idées d'un ancien temps. Et là, elle nous ressort le coup du Karcher. Je veux dire, moi, je crois que sur ces sujets, il faut être sérieux. Le plus mauvais des mépris des Français, c'est quand on leur ment. Si elle descend à la cave chercher le Karcher, peut-être qu'elle aura l'occasion de retrouver les 12 500 emplois que son gouvernement a supprimés dans les forces de police et de gendarmerie dans notre pays. Et c'est depuis François Hollande que nous avons remonté les niveaux des effectifs et nous avions pris un engagement. 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur le terrain à la fin du quinquennat. Nous tenons cet engagement. C'est ça la réalité. Alors moi, j'entends ces leçons, j'entends les bonnes formules, les petites provocations. Je pense que le sujet de la sécurité des Français mérite nettement mieux que ça. Alors, on va y revenir. Quand même, la sécurité, c'est aujourd'hui un des sujets peut-être de faiblesse de ce gouvernement, de fragilité de ce gouvernement dans l'image du président. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un certain nombre de candidats considèrent qu'il se positionne surtout sur la crise sanitaire et pas tellement sur d'autres sujets. Le président assume parfaitement le bilan de notre action sur la question de la sécurité. Il le porte. Il a porté les conclusions du Beauvau de la sécurité. J'ai été son ministre de l'Intérieur et j'ai accompagné ce ministère avec une augmentation de crédit d'1 milliard dans la durée où j'étais là sur la question de la sécurité. Et en tout, sur le quinquennat, ce sera 2,5 milliards d'euros d'augmentation. Alors, il y a les paroles, il y a les discours, il y a les actes. Et quand vous interrogez les Français, alors je ne voudrais pas faire l'inverse de Mme Taubira qui ne veut pas entendre parler des sondages, mais quand vous interrogez les Français, les derniers sondages montrent que le premier référent sur les questions de sécurité en qui les Français ont confiance, c'est Emmanuel Macron, c'est pas Valérie Pécresse. Alors, c'est à voir, effectivement. Juste un mot, alors, du coup, sur cette citoyenneté dont ne serait pas, finalement, qui ne serait pas méritée par les non-vaccinés parce qu'ils sont irresponsables. Mais il a rappelé quelque chose d'essentiel. Être citoyen, c'est pas être moi, seul, je. C'est pas au nom de ma liberté individuelle faire prendre des risques à un collectif.
Et donc, il a rappelé que la citoyenneté, c'était à la fois un ensemble de droits, un ensemble de devoirs. Il a beaucoup souligné les devoirs et moins les droits. Mais je pense Il l'a dit aussi important. pendant ses vœux. Hein. Mais vous savez, on s'est tellement habitué dans notre société française à ce que chacun dise j'ai des droits, j'ai des droits, j'ai des droits et je fais ce que je veux. Je pense qu'il faut rappeler que vivre en société, faire commun, faire société, c'est assumer une part de responsabilité. Et ce sont des accords politiques que nous avons sur plein de sujets. Je vous prends un sujet assez différent, mais le débat qu'on a eu, vous savez, sur le RSA jeune, est-ce qu'il faut donner une indemnité aux jeunes ? Ben non. Nous, on préfère privilégier le fait d'accompagner un jeune d'une formation. C'est 3 millions de jeunes qui, l'année écoulée, ont été accompagnés vers un emploi, plutôt qu'une allocation. Et je pense effectivement qu'on doit construire des réponses publiques qui réaffirment des droits. Et on a des combats sur les droits, mais qui réaffirment des devoirs. C'est vraiment du donnant-donnant aussi, et c'est du gagnant-gagnant. Justement, on a l'impression que là, lorsque Emmanuel Macron fait irruption dans la campagne, parce que les phrases qu'il utilise, alors elles sont dans le flot d'une conversation avec des soignants et eux-mêmes le reconnaissent et le disent dans Le Parisien. Enfin, il y va fort et il utilise ce fameux mot j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Vous avez vu que plusieurs sondages ont montré que les Français avaient été choqués. On a un président qui, sur un sujet essentiel, le combat contre le virus avec le vaccin, parle clair. Et donc oui, il parle clair, il nomme les choses. Alors ça fait débat. C'est pas vulgaire, c'est pas parler vulgaire. Vous savez, il s'adressait à 2 personnes, une personnel soignant, un cadre hospitalier, qui ont raconté elles-mêmes d'ailleurs l'émotion dans laquelle elles étaient, la tension. Elles ont raconté ces tensions. Aujourd'hui, au moment où on se parle, ce matin à Toulouse, il y avait la totalité des lits en réanimation qui étaient occupés par des patients atteints de la Covid. 100% n'étaient pas vaccinés. Et donc c'est cela dont on doit parler. Alors on a un discours clair, on a un objectif clair. Et le texte de loi qu'on a fait adopter ce matin à 5h30 porte toute la contrainte sur les non-vaccinés. C'est un choix que nous assumons. Quand on voit l'ambivalence de nos oppositions, le meilleur exemple, c'est LR et Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, hier matin, dans les médias, est très claire et dit « Nous sommes favorables au pass vaccinal. On vote cette nuit. » Elle a 28 députés qui votent contre. 26 qui votent, 24 qui votent pour, 22 qui s'abstiennent. Elle ne tient même pas ses troupes. Cet après-midi, Madame Nadine Moreno, qui prend le contre-pied total de Valérie Pécresse. Alors, je ne sais pas si un jour elle sera présidente de la République, mais une chose est sûre, c'est que d'ores et déjà, dans son équipe, c'est la chienlit. Bon, vous avez déjà utilisé cette expression aujourd'hui, qui était une référence aussi au général de Gaulle. Mais enfin, bon... Quand vos députés ne se sont pas déplacés pendant une soirée et que vous avez eu un petit problème, non. On a vu que, pareil, tout le monde ne tenait pas ses troupes. Hein. Tous nos députés étaient, enfin pas tous, ils étaient présents, mais ils n'étaient pas et largement, dans l'hémicycle. Largement majoritaire. Nous avons gagné tous les votes cette soirée-là, c'était mardi, tous, et très largement. Et il y en a un qui a fait débat, c'est que nos oppositions ne voulaient pas travailler après minuit. Or, nous considérons, et nous avons mobilisé l'Assemblée entre Noël et Jour de l'An, qu'il faut aller vite sur ce texte. Nous avons souhaité aller au-delà et nos oppositions se sont liguées, se sont mis d'accord tout ensemble pour dire « Ah non, pas question qu'on travaille après minuit ». Et ça a d'autant moins de sens que cette nuit, avec leur accord, à leur demande, on a fini à 5h30. Mais du coup, la phrase d'Emmanuel Macron, elle a suscité des réactions très vives. Ça ne vous a pas poser problème, pour ne pas dire autre chose? L'obstruction qui a été organisée dès le début de ce texte. 3 articles, non, mais ça ne vous a pas facilité la vie, franchement. Ah, mais je vous confirme que ça a été un sujet, parce que l'obstruction a été initiée dès le début. 3 articles, 600 amendements. C'est déjà une forme d'obstruction. Et ils se sont servis de cet article pour empêcher, avec la multiplication d'interruptions de séance, un cirque qui n'est pas à la hauteur, à mon sens, de ce que nous devrions faire sur un sujet aussi sensible à l'Assemblée. Et donc, ils se sont servis de cela. Ils nous ont fait perdre une soirée supplémentaire. Le Premier ministre est venu dès la reprise des travaux, après avoir répondu aux sénateurs. Il est venu et on a pu reprendre le travail dans ces conditions. Tant mieux. Cette nuit, malgré les désaccords, et c'est le principe de la démocratie, y compris à l'Assemblée, nous avons fait aboutir ce texte. Maintenant, il faut qu'il chemine le plus vite possible du côté du Sénat. Et j'adorerais que le Sénat se précipite aussi, comme nous l'avons fait, pour avancer sur ce texte. Quand est-ce que vous pensez qu'il sera définitivement adopté ? Notre objectif est qu'à la mi-janvier, il puisse être opérationnel. C'est un outil de protection des Français. Ne perdons pas de temps. Alors, juste, je voudrais qu'on écoute cette... pour revenir encore sur les mots du président, qui ont suscité beaucoup de réactions, et on va en parler, cette vidéo des coulisses, d'un briefing de Marine Le Pen à ses troupes, qui était filmée par sa chargée de communication et qu'elle a mise sur les réseaux sociaux. Et finalement, elle donne des leçons de maintien. Écoutez.
On ne sait même pas jusqu'où il est capable d'aller. Il le dit lui-même. Je ne m'interdis rien. C'est-à-dire, je ne m'interdis rien, même s'il y a une constitution, même s'il y a la loi, même s'il y a des principes, même s'il y a un état de droit. Moi, Emmanuel Macron, je ne m'interdis rien. D'ailleurs, Aurore Berger le confirme, puisqu'elle dit on pourrait aller beaucoup plus loin. Alors, beaucoup plus loin que d'insulter et d'exprimer le souhait de persécuter. Non, pas le souhait, l'envie. J'ai très envie, dit-il. Comme si c'était un plaisir pour lui de persécuter une partie des Français, dont je rappelle quand même qu'ils n'ont rien fait d'autre que de respecter la loi, parce qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale en France. Donc on a le droit de ne pas être vacciné. Voilà. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout, évidemment, un objectif sanitaire. C'est pas du tout un objectif sanitaire, et donc il a envie de persécuter les Français, et c'est pas comme ça que se comporte un président. Je préfère votre question à la mise en scène à laquelle nous avions insisté. Je ne sais pas si c'était la première, deuxième ou troisième prise. Pardon, il y a eu dans le quinquennat le pognon de dingue, c'était aussi une séquence prétendument volée mise sur les réseaux sociaux du président Macron. Que nous avons assumé. C'est une technique. Bien sûr, mais que nous avons assumé, qui a fait polémique. Là, on voit bien que les éléments de langage sont particulièrement léchés. Mais votre question, elle est précise. Elle vise sur le fait que nous assumons parfaitement de faire porter tous les efforts en limitant certains accès à certains lieux, à certains loisirs, à certaines activités, sur celles et ceux qui refusent de se faire vacciner. Aujourd'hui, et je mets de côté ceux qui, pour des raisons médicales, ne doivent pas se faire vacciner, évidemment, nous avons pris cela en compte. Aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes, pour des raisons que je ne comprends pas, et qui, au fond, ont un comportement individualistes qui menacent la liberté collective, qui doivent effectivement assumer leur choix. Ils font un choix contre le collectif, et donc c'est sur eux que fait porter l'effort. Il y a le débat qui est ouvert d'ailleurs pour aller, et si je prends le contre-pied de Madame Le Pen, dont je ne sais toujours pas ce qu'elle veut comme outil pour lutter contre la propagation du virus, parce que là elle a annoncé cet après-midi qu'elle, présidente, supprimerait le pass vaccinal, le pass sanitaire, supprimerait tout, alors qu'on sait qu'on a une réalité de combat à mener et elle ne propose rien. Il y a un débat sur l'obligation vaccinale, nous ne l'avons pas retenu parce que qui dit obligation dit sanction. Et quelle serait la sanction pour un travailleur au SMIC dans une entreprise qui n'est pas vacciné? C'est quoi? Il est licencié, on met des amendes. Et ce sont souvent des personnes... C'est ce que les Italiens ont choisi, en tout cas pour les plus de 50 ans. Ce n'est pas le choix que nous avons fait, mais c'est le choix de la persuasion, c'est aussi le choix d'aller vers la vaccination et vers les citoyens. Bon, on y est presque, le président l'avait même reconnu sur TF1 LCI dans son interview. Mais ce sont les Français qui sont les premiers acteurs de cela. Et c'est une très 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 grande majorité des Français qui font l'effort de la vaccination, qui subissent la situation, et en particulier dans le secteur hospitalier, la situation d'une petite minorité, moins de 10%, qui refuse de se faire vacciner. C'est cela la réalité. Je voudrais qu'on revienne justement sur cette crise sanitaire. Hier, sur ce plateau, à votre place, il y avait Nicolas Dupont-Aignan. Et je lui ai soumis le témoignage de Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France, qui avait appelé à la vaccination parce que lui-même était en réanimation et était très mal et appelé à se faire vacciner. On va écouter la réaction de Nicolas Dupont-Aignan, et Francis Palombi est en direct avec nous parce qu'il nous a appelé pour réagir et pour répondre. On écoute. Ça a été une opération montée de toutes pièces, de stratégie de communication. Moi, je peux demain matin vous emmener. J'avais un médecin qui m'expliquait qu'il a un triple vacciné en réanimation dans un hôpital. Je peux lui faire une vidéo pareille, et il n'a pas été soigné à temps. Et encore une fois, on peut faire la même chose avec un vacciné à l'hôpital. Enfin, vous plaisantez, c'est quelqu'un qui spontanément, qui est dans son lit d'hôpital. C'est un militant en marche qui est bien connu et qui avait fait la même chose. Donc arrêtez la propagande, ça suffit. Francis Palombi, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Donc président de la Confédération des commerçants de France, effectivement. Merci, c'est vous qui nous avez appelé parce que vous avez été choqué, indigné par cette réaction. Est-ce qu'il y a eu manipulation quand vous avez appelé à la vaccination? Est-ce qu'il y a eu mise en scène parce que vous seriez un militant de La République En Marche? Eh bien, écoutez, Madame Ruyter-Krief, je suis très honoré de répondre à vos questions ce soir et surtout soulagé de pouvoir m'expliquer. Je remercie la chaîne de me permettre une forme de droit de réponse à ce monsieur complètement inconscient qui s'appelle Dupont-Aignan, qui a l'ambition de se présenter à la présidence de la République. Que Dieu nous préserve d'un président comme celui-là qui est un criminel parce que le pass vaccinal, le vaccin, c'est la seule solution pour sauver des vies, des vies, des vies. Je suis passé à 2 doigts de la mort. J'aurais pu ne plus revoir ma famille, mes enfants, ma compagne, tous ceux que j'aime.
Mais vous vous rendez compte qu'un homme politique se permette de douter, de mettre en péril, de contester la parole d'un médecin. Mon médecin, c'est Marcel Ichou. Il m'a sauvé la vie. Quand je lui ai dit que j'étais positif, il m'a dit « Francis, tu pars aux urgences, il faut voir où tu en es par rapport au fait que tu as attrapé le virus. » Sans être vacciné, parce que vous n'étiez pas vacciné, hein, il faut préciser, parce que vous n'étiez pas vacciné. Alors, je le précise, madame, vous avez raison, je n'ai rien à cacher. Je suis ce soir sur votre antenne pour dire ce qu'il en était. Je n'étais pas vacciné à titre très personnel, avec des pensées, une orientation peut-être anti-vaccin par rapport à mon équilibre personnel, à mon orientation. Mais je peux vous dire que j'ai compris. J'ai compris qu'il faut se vacciner. Il faut se vacciner. C'est incontournable. C'est important pour la vie. La vie, c'est la plus belle chose. Je l'ai déjà dit sur votre antenne et je le répète aujourd'hui. Et un homme député de la République qui se permet de mettre en doute la parole d'un médecin, Marcel Ichou, et de moi-même, je trouve ça scandaleux et je vous renouvelle mes remerciements de me permettre ce soir de dire ce que je devais dire. J'ai été en réanimation pendant 3 jours. Les choses n'ont pas mal tourné, elles auraient pu très mal tourner. Un petit mot peut-être pour conclure. Depuis votre appel, il y a eu des réactions autour de vous ? Depuis mon appel, il y a eu des réactions magnifiques, je vous l'assure. Il y a des personnes qui m'ont dit « Ma belle-mère, mardi prochain, va se faire vacciner ». Et combien de personnes m'ont dit « Nous allons nous faire vacciner suite à vos propos ». Eh bien, si c'est cela, si mon initiative a servi à sauver des vies, j'en suis très honoré, sans aucune prétention. Et encore, merci de m'avoir interviewé ce soir. Merci beaucoup, merci d'avoir réagi donc en direct ce soir sur LCI. Merci Christophe Castaner, vous écoutez. C'est vrai que c'était... Bon, ce témoignage, cette réaction de Nicolas Dupont-Aignan, c'est révélateur du climat qui règne aujourd'hui. 2 choses différentes. D'abord, je voudrais saluer M. Palombi, que je ne connais pas. Mais c'est une belle personne, vous savez pourquoi ? Parce qu'il vous a parlé de l'effet de son appel, dans la dimension positive de son appel. Il aurait pu vous parler, mais du flot de haine qu'il a reçu sur les réseaux sociaux. Il a été stigmatisé, mis en scène, menacé parce qu'il aurait menti. Et quand effectivement on voit un non-responsable politique comme M. Dupont-Aignan venir ici et continuer la laïe contre lui et porter le climat de suspicion, non c'est un menteur, non il ment, non il a triché, alors qu'il s'alimente du mensonge, de la fake news au quotidien, je trouve que c'est assez grave. Mais il y a longtemps que M. Nicolas Dupont-Aignan a, je pense, déshonoré ce qu'est la représentation nationale. Voilà, donc ça c'était un témoignage, c'était important, il a souhaité réagir. Juste un mot sur cette épidémie encore, le Omicron. Aujourd'hui, est-ce que vous craignez que ça désorganise la société ? Il y a un grand nombre d'écoles qui commencent à fermer, un grand nombre d'enseignants qui sont positifs. Est-ce qu'on risque d'assister à une paralysie ? Si on fait le cumul des gens aujourd'hui, 261 563 personnes ont contacté la Covid. On a en même temps presque 700 000 personnes qui ont fait le rappel, qui se sont fait vacciner. On a aussi 55 000 personnes qui sont primo-vaccinées. Et depuis les réactions au propos du président de la République, on atteint des niveaux records de primo-vaccinés. Vous croyez que c'est lié ? Vous croyez que c'est lié ? C'est l'annonce du pass vaccinal aussi. Je pense que notre politique de contrainte sur les non-vaccinés alimente aussi l'accès vers la primo-vaccination. Mais cessons le doute. Au moment où on se parle, il y a 1 habitant sur 2 du monde qui a été vacciné. Et donc, on a une connaissance du vaccin. Et donc, arrêtons la suspicion permanente organisée par des gens comme M. Nicolas Dupont-Aignan. Mais pour répondre à votre question, si on prend le nombre de cas, 261 000, plus les cas contacts, on peut avoir dans une journée 1 million de personnes qui sont en situation d'empêchement, soit malades, soit parce que cas contact, ils doivent faire des examens, ou s'ils ne sont pas vaccinés, ils doivent s'isoler. Et donc oui, vous avez évoqué les écoles. Au moment où on se parle, on a 2% des classes qui sont fermées. 2%, on peut se dire c'est pas beaucoup, mais c'est presque 11 000. 9 202. Vous J'avais êtes même un chiffre plus récent
encore, on est à 10 800 ce soir. Et donc c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est un problème pour les enfants, c'est un problème pour les parents, c'est un problème pour les enseignants aussi, dont un nombre important sont aussi atteints de la Covid. Et donc nous devons être très vigilants sur cela. Et il y a une réponse, c'est la vaccination. Parce que la vaccination, c'est celle qui nous protège, c'est celle qui protège l'hôpital et c'est celle qui protège la société, pour reprendre votre question. J'ai 2 questions très rapides pour conclure. Quand on a entendu Emmanuel Macron utiliser ces mots emmerder les non-vaccinés, on s'est dit, mais il fait du Trump. C'est ça, ça va être ça la campagne d'un Macron qui revient, qui est président sortant et qui doit trouver une façon de transgresser, de disrupter, parce que c'est un de ses mots, et de se faire entendre. C'est pas du Trump, c'est pas du populisme, parce qu'il assume justement des désaccords. Le vrai populisme, c'est ceux qui, comme dans la classe politique et nos adversaires, cherchent à faire plaisir à tout le monde. Et on l'a vu tout au long des débats avec le groupe LR, la volonté en fait de dire à tout le monde, mais on est là et on est d'accord avec vous. Non, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Et sur un sujet comme celui-ci, le président de la République assume de ne pas être d'accord avec tout le monde parce qu'il sait qu'il faut aller vers la vaccination. Éric Zemmour, il s'inquiète de son nombre de parrainages. Il a demandé à David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, de l'aider à trouver des parrainages et que tous les candidats qui sont autour de 5 à 8% et qui n'y arriveraient pas obtiennent des parrainages. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il ne serait pas un problème qu'un certain nombre de candidats n'aient pas leur parrainage ? Alors je pense que ce serait un problème. Et je pense que notre système des 500 parrainages est un système obsolète aujourd'hui et qu'on doit l'interroger. Par contre, je veux la transparence et je veux la clarté. J'ai vu des articles aujourd'hui de presse qui font état du fait que LR, pour des petits arrangements politiques tacticiens, serait en train d'organiser des parrainages pour M. Zemmour. Alors si c'est le cas, qu'il l'assume et qu'il le dise franchement, qu'il ne le fasse pas en catimini. Mais vous avez une information ou... J'ai vu un article d'un journaliste qui aujourd'hui traite de ce sujet. Donc vous dites il faut que ce soit clair. Mais si LR décide de faire en sorte que M. Zemmour puisse être candidat pour arranger ses bidons, comme l'on dit, qu'ils le disent, qu'ils l'assument. Et je ne serai pas là pour leur contester ce droit-là, mais qu'ils l'assument, qu'ils ne le fassent pas en cachette. Je pense qu'une élection présidentielle, c'est de la transparence aussi. Oui, mais du coup, est-ce que vous aideriez d'autres candidats ou globalement vous appelleriez à ce que tous les candidats qui sont autour de 5 ou au-dessus de 5% dans les sondages aient des parrainages ? Aujourd'hui, il y a une règle constitutionnelle et donc je ne vais pas la mettre en cause. Et par contre, moi, je ne considère pas que ce soit mon rôle de dire à un maire ou à un élu qui peut donner son parrainage pour qui doit le donner. Ils sont libres. J'ai évidemment encouragé un certain nombre de maires à commencer à préparrainer notre candidat s'il était candidat. Et donc là-dessus, je fais de la politique, je suis transparent. Mais je n'ai pas vocation à dire à un tel, toi tu dois donner ton parrainage à telle candidate et toi tu le dois donner à tel autre candidat. Ça n'est pas mon éthique de l'engagement. Dernière question, Jean Castex réunit les candidats, les représentants des partis politiques mardi pour leur donner des consignes sur la façon d'organiser leur campagne ? Non, pour les définir ensemble. On sait que l'importance de la campagne présidentielle, on sait aussi qu'elle sera différente avec la gestion sanitaire, et il faut qu'on soit exemplaire, à mon sens, dans la façon dont on doit dérouler cela. Notamment le rituel des grands meetings, c'est peut-être un sujet qui doit nous interroger. Donc le Premier ministre a décidé de réunir lui-même, à son niveau, avec le ministre de l'Intérieur évidemment, l'ensemble des représentants des forces politiques. Pas pour leur dire voilà ce que vous devez faire, mais pour qu'on travaille ensemble sur les meilleures façons de préserver une campagne présidentielle, un moment essentiel, mais de préserver aussi la santé des Français, des militants, des sympathisants qui viennent dans ces meetings.